Après un trajet de 30 minutes environ depuis la gare de Madrid-Chamartin, on arrive en plein désert en gare de Ségovie, qui se trouve à 6 km du centre de la ville à vol d'oiseau, sans communication évidente avec les transports publics. Seuls quelques bovidés réussissent à nous convaincre qu'on n'est pas arrivé sur la Lune. Le service de bus étant insuffisant, nous prenons un taxi jusqu'à l'Alcazar, ayant en cours de route l'occasion de jeter un premier coup d'œil sur l'aqueduc romain. Si la situation géographique de la ville n'a pas les mêmes qualités défensives que Tolède, la position de l'Alcazar, perché sur la colline entre les deux rivières, est comme la proue d'un navire. Les murs d'enceinte complètent ce dispositif. La ville de Ségovie fut occupée par les Ibères, les Celtes, mais surtout les Romains qui laissèrent un monument impressionnant par sa taille et surtout parfaitement conservé, c'est l'aqueduc. C'est l'ouvrage romain le plus important d'Espagne. À la différence de Tolède, les Arabes ne restèrent pas sur ce territoire après sa reconquête par les chrétiens. Il y eut par contre une immigration de chrétiens provenant d'au-delà des Pyrénées et aussi de juifs qui créèrent une puissante industrie du drap avec grande prospérité à la fin du Moyen Âge. Ségovie perdit de son importance lors de la découverte de l'Amérique car le commerce se déplaça vers le sud du pays. Lors de la guerre des communautés, elle se retrouva dans le mauvais camp. Enfin, l'occupation française au XIXe siècle entraîna beaucoup de destruction. Depuis 1985, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La construction de la forteresse de l'Alcazar débuta au XIe siècle, mais se poursuivit surtout au XIIe et XIIIe siècle. Elle ne fut jamais prise par l'ennemi, mais subit plusieurs incendies, en particulier en 1262 et 1862. Elle servit de prison d'État pendant 2 siècles, avant de devenir le siège d'une académie militaire pour l'artillerie, puis aujourd'hui encore un centre d'archivage militaire. C'est sous Philippe II, après son mariage avec Anne d'Autriche, que furent posées des ardoises sur les tourelles pointues, donnant un peu l'aspect des châteaux d'Europe centrale. Le corridor d'entrée donne successivement sur un péristyle, puis sur une cour intérieure, autour desquelles s'organisent les diverses pièces du rez-de-chaussée. On pénètre ensuite dans un vaste espace où sont exposées des armures des XIIIe au XVIe siècle pour les chevaliers et leurs montures. Je peux facilement imaginer que l'écuyer était un personnage indispensable quand il s'agissait de faire monter à cheval le seigneur ou de l'aider à enlever ses solerets, pièces protectrices du pied, pour marcher. Voici la salle du trône où se sont déroulées de nombreuses cérémonies royales, mariages, naissances, fêtes diverses, jusqu'au milieu du XVIe siècle, date du transfert de la cour à Madrid. La pièce contiguë est une salle d'apparat gardée par des hommes en armure, avec tenture et larges fenêtres à meneaux, donnant accès aux paysages vallonnés lointains. Le regard est aussi attiré par le plafond à caissons. La chambre à coucher est plus sombre, mais toujours avec ses tentures et plafonds travaillés. Un portique mauresque richement ciselé nous permet d'accéder à la grande salle de réception du palais, avec représentation au plafond de la totalité des souverains qui ont régné sur la région. Les pièces traversées à la suite révèlent toujours leur richesse, tentures, tableaux, tapisseries, vitraux, plafonds à caissons. Pour une dynastie royale catholique, la chapelle fait naturellement partie du décor. La dernière pièce, la salle des armures, va nous permettre de sortir sur la terrasse, en quelque sorte la proue du navire. De cet emplacement, on découvre
la complexité des fortifications, le puits, mais aussi un jardin d'agrément. Pour les plus courageux, 166 marches plus haut, dans un escalier en colimaçon, on arrive au sommet de la tour pour profiter d'une vue magnifique sur 360 degrés avec un ciel sans nuages. Tout au loin, la chaîne de montagnes de la Sierra de Guadarrama que nous avons traversée en tunnel en venant en TGV depuis Madrid. La neige est vraiment très rare pour la saison. À nos pieds, les toits de l'Alcázar et la vieille ville de Ségovie. Nous quittons maintenant la forteresse pour suivre les murailles sud-ouest de la ville. On aperçoit déjà la cathédrale qui domine les autres bâtisses. Massif, imposant, le mur d'enceinte est en parfait état de conservation tout autour de la cité. Les maisons se pressent l'une contre l'autre. Certaines datent du Moyen Âge avec leur structure à colombage. Nous frôlons le quartier juif avec ses maisons seigneuriales, témoins d'un passé glorieux mais irrémédiablement révolu. Très actifs en particulier dans le domaine de la fabrication de draps, les Juifs finirent par être expulsés de Ségovie et de toute l'Espagne en 1492. Ségovie a eu 3 cathédrales. Celle-ci est la dernière et la seule encore en place. C'est le dernier édifice gothique construit en Espagne. Elle est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption et à Saint Frutos, patron de la ville, avec une consécration en 1768. L'architecte Juan Gil de Montanon s'inspira bien du style gothique isabellin de l'époque, mais ses voyages le poussèrent à introduire des éléments de style Renaissance, en particulier le portail de la sacristie. Le chantier débuta en 1525, alors que la ville était au sommet de sa splendeur. On raconte que les habitants très enthousiastes y ont travaillé bénévolement, démolissant occasionnellement des maisons juives vides après l'expulsion de leurs propriétaires. Elles mesurent 105 mètres de long, 50 de large et 33 de haut. Sa construction en forme de croix latine comporte une nef de 5 travées, un chœur fait d'une abside semi-circulaire et d'un transept. Sur chaque bas-côté, 5 chapelles, richement dotées en peinture et sculpture. L'orgue présente une disposition particulière avec des tuyaux placés à l'horizontale. Le couvent adjacent présente son classique péristyle majestueux. Les images vidéo intérieures y sont interdites. La sortie de la cathédrale débouche sur la Plaza Mayor, avec au fond le théâtre Juan Bravo, du nom d'un noble castillan qui prit part à la guerre des communautés de Castille et fut considéré comme héros à Ségovie. Nous sommes maintenant sur la calle Juan Bravo, qui relie la Plaza Mayor à la Plaza del Azoguero, où se situe l'aqueduc. C'est la rue commerçante la plus animée de la ville. Sur la gauche, en descendant, l'église romane de Saint-Martin. Sur les 30 églises romanes qui ont été bâties à Ségovie, il en reste aujourd'hui 18. Saint-Martin est la plus ancienne, construction au début du XIIe siècle, avec un triple parvis à colonnes, 3 absides et une tour mudéjar. La maison des Piques du XVe siècle est l'immeuble nobiliaire le plus célèbre de la ville. La façade est composée de 365 pointes de diamants pour les 365 jours de l'année. La légende veut que le nouveau propriétaire, après l'expulsion des Arabes, voulut modifier la structure pour effacer le passé.
Il est 14h30. Il semble que mes compagnons de voyage lorgnent plus vers les vitrines de restaurants que vers les boutiques. C'est le moment de goûter à la spécialité locale, le cochon de lait rôti dans un four à bois avec seulement du beurre, de l'eau et du sel. Pour le découpage, pas question d'utiliser un couteau. La tradition voulait qu'on utilise un tesson d'assiette cassé pour l'occasion. Ici, la découpe se fait avec une fourchette et une cuillère. L'estomac bien calé, il est temps d'aborder la visite du monument le plus célèbre de Ségovie, l'aqueduc romain, mais aussi le monument le plus important de toute l'Espagne. Sa date de construction n'est pas connue. On pense à l'empereur Claude ou Domitien peut-être. La source se trouvait dans la Sierra Guadarrama, au sud de la ville, à environ 17 km dans une petite rivière de la région de Fuenfría. Transportée en partie par canal souterrain, cette eau arrivait en ville par cet aqueduc fait de 167 arches, 1200 mètres de long, haut de 35 puis 28 mètres, avec une déclivité de 1%. Les ingénieurs romains ont probablement utilisé la technique du gabarit de cintrage et des grues de levage pour empiler d'énormes blocs de granit sans aucun usage de ciment. Voici l'un ou l'autre de ces 20 400 blocs de pierre, parfaitement ajustés l'un à l'autre, uniquement solidaires par leur propre poids. Il en est de même des voûtes. Cet ouvrage excita la curiosité des générations qui suivirent. Les Maures tentèrent en vain de l'anéantir. Ils s'arrêtèrent après avoir détruit 36 arcs. Sous le roi Alphonse VI, on récupéra bien quelques pierres, mais entre 1992 et 1994, on procéda à sa restauration à cause de la dégradation climatique et de la pollution. Le complexe n'était alors plus fonctionnel depuis le courant du XIXe siècle. En échange d'une pierre de l'aqueduc, Rome offrit une statue, réplique de la louve du Capitole, allaitant Romulus et Rémus, fondateurs de la ville éternelle selon la légende. À propos de légende, ce monument est aussi appelé Pont du Diable. On raconte que c'est lui qui le construisit en une seule nuit, en l'échange d'une âme d'une jeune fille. Mais au matin, il manquait une pierre. Le démon furieux n'eut que la ressource de se faire les griffes sur l'ouvrage, origine des cavités visibles sur les blocs.